Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. L'Opéra de Paris, coulisses et secrets du Palais Garnier. C'est le titre de l'ouvrage que vient de faire paraître Christophe Tardieu avec Jean-Philippe Saint-Jour. Christophe Tardieu est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Au gré de ses affectations de hauts fonctionnaires de la culture, Christophe Tardieu découvre et nous fait découvrir un certain nombre des trésors du patrimoine français. Après le château de Versailles, il nous ouvre les coulisses du palais Garnier aujourd'hui. Alors nous allons nous y engouffrer sur ses pas, à la recherche dans un premier temps du fantôme virevoltant de Rudolf Nureyev. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Robert, qui va en savoir plus sur l'origine de la fondation des apprentis d'Auteuil. Qui fête en ce moment ses 150 ans. Autant dire que, vu de l'Opéra de Paris, 150 ans, c'est encore un âge tendre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est pour moi un très vieux souvenir d'enfance. Je marchais dans les rues de mon Poitiers natal et je voyais partout des affiches en noir et blanc représentant un monsieur nu ou presque, bondissant comme un chevreuil mais avec un regard de loup. Je ne savais pas lire depuis longtemps, mais je me rappelle très bien qu'intrigué par la force inouïe de cette affiche, j'ai voulu en déchiffrer le titre « Nureyev ». Je n'étais pas plus avancé et la chose est restée pour moi l'un de ces mystères dont l'enfance est pleine. Personne à l'époque ne m'a expliqué que le monsieur de l'affiche était un grand danseur, le plus grand peut-être de son temps, celui que les connaisseurs considéraient comme le nouveau Nijinsky. Rudolf Nureyev, danseur et chorégraphe aussi génial qu'imprévisible, aussi visionnaire que volcanique, aussi exigeant qu'odieux parfois, et qui devait révolutionner son art. Un artiste dont la carrière connaîtra son apothéose sur la scène de l'Opéra de Paris. Retour à l'enfance du danseur. Nous sommes le 1er janvier, je dis bien 1er janvier 1945 à Oufa. Oufa est capitale de la Bachkirie, une de ces républiques musulmanes du RSS. Oufa est située à plus de 1500 km de Moscou. Le petit Rudolf Ahmetovitch Nureyev a un peu plus de 6 ans et il assiste pour la première fois de sa vie à la représentation d'un ballet patriotique comme il convient dans l'Union soviétique en guerre. Ça s'appelle le Chant des cigognes. Ce petit Rudolf, il accompagne sa mère et ses 3 grandes sœurs. Il faut vous dire que, du fait de la guerre, l'opéra d'Oufa accueille à cette époque l'exode des danseurs du Kirov de Leningrad et du Bolchoï de Moscou, une chance invraisemblable pour notre jeune spectateur. Vous imaginez avoir ces immenses danseurs là dans ce trou complètement perdu. La mère de Rudolf n'avait d'argent que pour un seul ticket. Mais ce jour-là, grâce à l'énorme cohue à l'entrée, les 5 Nureyev ont réussi à se faufiler dans la salle. Et c'est peu dire que durant toute la représentation, le petit garçon est littéralement fasciné. Il vit ce spectacle admirable comme une bouffée d'oxygène dans une enfance asphyxiée par la misère. Car les Nureyev sont vraiment pauvres et vivent difficilement ces années de guerre. Ils sont d'origine tatare. Le petit Rudolf vit donc avec sa mère et ses 3 sœurs dans une piteuse isba d'une seule pièce où s'entassent par ailleurs 3 autres familles. Le froid est usant, la nourriture se fait rare, et pourtant il faut survivre. Avec ses sœurs, Rudolf ramasse dans les poubelles du faubourg des papiers à recycler, des bouteilles de verre en vue de les troquer en ville contre un petit peu d'argent. Le pauvre enfant n'a même pas de vraies chaussures. À l'école, il lui arrive souvent de porter les vieux vêtements de ses sœurs qui sont devenus trop petits pour elle. Rudolf, par ailleurs, n'a pas vu depuis 4 ans son père. Son père est instructeur dans l'armée rouge, il est parti au front combattre les Allemands, évidemment, et on peut dire que dans l'Isba, la présence paternelle fait singulièrement défaut. Enfin, tout cela, l'enfant va l'oublier le temps de ce spectacle de Nouvel An. En ce 1er janvier 1945, c'est sa vie qui bascule, ou plutôt, c'est la vraie vie qui commence. Rudolf Nureyev, sans cela, avec la certitude des grandes passions d'enfance, il va désormais vouer son existence à la danse. Il l'écrira plus tard. Un théâtre
avec des lumières belles et douces, un immense lustre de cristal, de petites lanternes et partout du velours et de l'or. C'était un autre monde, un lieu qui m'emportait si loin de mon univers sordide que j'ai eu un instant la sensation de l'avoir quitté. J'étais possédé, je me sentais appelé en voyant les danseurs ce soir-là défier la gravité et s'envoler. J'ai eu la certitude absolue que j'étais né pour devenir un d'entre eux. Et dès le soir même, à la maison, le petit commence à danser. Il danse dans l'indifférence générale, il danse à l'amusement de ses sœurs, jusqu'à ce soir de l'été 1946, où revient son père. Son père avait été absent pendant 5 ans. Un père qui, c'est classique, n'accepte pas que son fils devienne danseur. C'est très mal vu, la danse, pour un garçon dans ce milieu très modeste. Alors, Rudolf va mentir à son père pendant plusieurs mois. Il lui fait croire qu'il s'absente pour aller chercher de quoi nourrir la famille. Il faut dire que les queues devant les magasins soviétiques sont interminables. En fait, Rudolf prend des cours de danse, des cours gratuits que dispense l'organisation des jeunesses communistes, les Komsomol. À 15 ans, son talent fulgurant le propulse au sein du cours de danse officiel du ballet d'Oufa, et le gamin travaille encore et toujours. Il prend chaque jour non pas un cours de danse, non pas 2, mais 3. Et voilà comment Rudolf se fait encore remarquer. Or, il n'est pas du genre à laisser passer sa chance. Alors qu'il vient d'être envoyé à Moscou le temps d'un festival de danse, il est amené à remplacer au pied levé, c'est le cas de le dire, un artiste blessé, et de pas en entrechat, il décroche même une audition au célébrissime théâtre du Bolchoï. Rudolf est accepté, tout se passe comme dans un rêve, sauf qu'il refuse d'intégrer la prestigieuse école de ballet. Alors vous vous dites que peut-être que le Bolchoï est un but un petit peu trop haut, un peu trop grand pour le gamin d'Oufa. Vous vous trompez. La vérité, c'est qu'il vise encore plus haut, encore plus grand. Alors, à 17 ans, Rudolf Nureyev part seul pour Leningrad et il se présente au concours d'entrée de l'école de ballet du Kirov. Autant dire, à l'époque, au monde, la meilleure formation possible pour un danseur. Et le jeune Nureyev réussit une fois de plus. Il se distingue vite par sa détente hors du commun dans les sauts, par l'élasticité de ses articulations. Il est reçu avec quand même une appréciation ambiguë du maître de ballet qui écrit, notez bien ça, « Monsieur, soit vous serez un très grand danseur, soit vous serez un raté, et il y a de plus grandes chances pour que vous deveniez un danseur raté. » Nureyev ne se laisse pas déstabiliser, il s'impose de toute façon, il ne passe pas inaperçu avec son fort accent tatar et ses vêtements usés, on peut dire qu'il détonne sur le reste de la classe. C'est Ariane Dollfus qui nous le dit. Près de 80% des élèves alors sont russes, issus d'un milieu social plutôt éduqué et se ressemblant tous physiquement. Surgit alors ce jeune tatar, venu d'une république lointaine, parlant russe avec un fort accent, doté d'un physique particulier, les yeux légèrement bridés, les pommettes hautes, la bouche charnue, un corps aux proportions inhabituelles, encore peu aguerri à la danse et qui prétend du surcroît imposer ses propres lois. Rudolf Nureyev est un solitaire, Rudolf Nureyev est une tête brûlée. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Parce que nous passons 1 heure cet après-midi sur Europe 1 à l'Opéra de Paris, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous faire découvrir le parcours du danseur étoile Rudolf Nureyev, un homme solitaire et tête brûlée à la fois. Oui, exactement. Et puis alors très fier, vous savez. Par exemple, la coutume veut que ce soit au dernier arrivé dans une classe de danse d'humecter le sol de la salle de ballet. Eh bien, lui refuse tout net de se plier à cette règle non écrite. Il y aurait dans ce genre d'attitude si fière, il y aurait largement de quoi le faire renvoyer, mais comment voulez-vous qu'on renvoie un garçon à ce point bourré de talent? Et oui, Nureyev est doué, il est très très doué. À 20 ans, il intègre donc le ballet Kirov et tout de suite avec le rang de soliste, ce qui est très rare dans l'histoire de cette maison. C'est pas le titre officiel d'ailleurs, mais on reviendra sur les différents titres du ballet classique. Il va danser toutes sortes de rôles, des rôles de paysans, mais aussi bien vite des rôles de prince. Or, rien n'adoucit son caractère impétueux. Par exemple, il trouve ridicule les culottes de danse légèrement bouffantes qu'on impose pour dissimuler l'entrejambe des danseurs à cette époque. Eh bien, lui se présente à une représentation de Don Quichotte moulé dans un collant très impudique. Allez vous rhabiller, Nureyev, pas question. Et d'après vous, qui va gagner? Bien entendu. À 23 ans, Nureyev est devenu si célèbre en Union soviétique qu'il ne rêve plus que d'une chose, aller conquérir l'Occident.
En mai 1961, il va poser pour la première fois le pied à Paris. Il est dans une grande tournée, un des danseurs du ballet du Kirov de Leningrad, grande tournée occidentale, dont la capitale française est la première étape, un événement considérable. Jamais la troupe la plus mythique de Russie à l'époque n'était venue en France. De fait, la règle fixée par les autorités soviétiques est stricte. Aucun danseur n'a le droit d'avoir le moindre contact avec des étrangers. On est en pleine guerre froide et inutile de vous dire que le passage à l'Ouest est devenu un sport national en Russie. Pourtant, Nureyev ne devait pas participer à la tournée du ballet. Il faut vous dire que 6 mois plus tôt, il avait décidé d'interrompre de lui-même une tournée, ce qui avait fait qu'il avait laissé les autres danseurs en plan. La sanction était tombée, interdit de séjour à l'étranger. Seulement, grâce à une Française, Janine Ringuet, qui est chargée de préparer cette tournée en Occident et qui a vu le talent de Nureyev à Leningrad, eh bien, grâce à elle, il a quand même été rajouté au dernier moment sur la liste de ceux qui partent et quelques jours après leur arrivée, les danseurs du Kirov sont présentés à leurs homologues de l'Opéra de Paris au cours d'une cérémonie officielle dans le grand foyer de la danse du palais Garnier. Voilà ce que raconte Pierre Lacotte, danseur. Parmi les soviétiques, tous assez ternes, un jeune danseur se détache tout de suite du lot. Il porte un petit costume, une petite cravate. On sentait qu'il voulait faire la différence. Il se mit à nous fixer intensément. Il s'avance vers nous, ce qu'aucun soviétique n'osa faire de toute la soirée, et nous murmura dans un anglais correct qu'il aimerait nous rencontrer, mais qu'il n'en avait pas le droit. Nureyev n'est pas seulement remarqué par les autres danseurs, il est très vite remarqué par la presse, par le public, notamment il va briller dans le lac des Cygnes, et lorsqu'il ne danse pas, malgré l'interdiction fixée par les soviétiques, eh bien il sort tous les soirs avec ses nouveaux amis, pour la plupart des danseurs. Et le rituel est toujours le même. Tous les soirs, Nureyev rentre avec les autres danseurs dans un hôtel qui est place de la République, il éteint la lumière, et il ressort en douce par une porte dérobée. Il va comme ça découvrir la vie parisienne. Il fait des rencontres déterminantes pour la suite. Alors, inutile de vous dire que les agents du KGB ont compris le manège et que les autorités du Kirov voient la situation d'un très mauvais œil. Le 15 juin 1961, ça fait près d'1 mois que Nureyev est à Paris. Il est triste, il est inquiet et pour cause. Le danseur doit repartir le lendemain pour Londres, qui est la prochaine étape de la tournée du Kirov. Alors, c'est la dernière représentation de ce lac des Cygnes, avec les applaudissements, vous savez, le triomphe, etc. Mais ça ne change rien. Nureyev se promène toute la nuit dans la capitale française. Il est persuadé qu'il ne reverra plus jamais Paris. Une fois rentré en Russie, il risque le bannissement définitif. Le 16 juin, à 7h du matin, il revient à son hôtel, il fait ses valises, il quitte la chambre, il prend le bus avec les autres danseurs à destination de l'aéroport du Bourget. Il y va comme un veau irait à l'abattoir, le pauvre. C'est vraiment, il se dit, cette fois c'est fini. Dans le hall de l'aéroport, il retrouve ses amis danseurs. Il ne tenait plus debout, raconte Janine Ringuet, pleurant comme un enfant. Il répétait en anglais « Je suis un homme mort, je suis un homme mort ». Et 2 hommes du KGB vont le prendre à part. Ce Nureyev incontrôlable, les angoisses du danseur étaient les bonnes. On lui annonce qu'il ne va pas suivre la troupe jusqu'à Londres. On a prévu pour lui un retour direct à Moscou. Une demi-heure plus tard, Nureyev voit arriver Clara Saint, une amie. C'est l'ex-fiancée du fils d'André Malraux, Clara Saint, le fils d'André Malraux, Vincent, qui est mort quelques jours plus tôt dans un accident de voiture. Nureyev n'est pas surpris de la voir puisqu'il a discrètement demandé à ses amis de lui téléphoner pour qu'elle vienne à l'aéroport. Clara Saint embrasse Rudolf. Il lui murmure en anglais son souhait de rester en France. Et il se trouve que la jeune femme remarque une antenne de la police française. Elle réussit à amadouer les fonctionnaires. Les policiers veulent bien considérer la question de l'asile politique à une condition, que Nureyev fasse le pas, qu'il vienne de lui-même. Donc Clara Saint se précipite vers lui, elle arrive vers Nureyev, elle se fait repousser bien sûr par les 2 agents du KGB qui sont là. Elle dit mais je veux seulement embrasser mon ami. Bon, les 2 hommes acceptent. Clara
étreint donc Nureyev. Elle lui murmure à l'oreille « Regarde les 2 policiers français accoudés au bar. Tu vas vers eux, tu leur dis que tu veux rester ici. » L'avion pour Moscou vient d'être appelé maintenant dans les haut-parleurs, vous savez. Nureyev n'a plus qu'une poignée de secondes. Là, il faut vraiment choisir à ce moment-là. Il se lève, il court vers les policiers et il hurle « I want to stay in France, I want to stay in France, je veux rester ici ». Les 2 agents du KGB tentent de s'interposer, trop tard. Maintenant, Nureyev est aux mains de la police française. Aux yeux des soviétiques, il a trahi sa patrie, bien entendu, mais pour la presse et pour le public occidental, il est devenu un symbole de la liberté. 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes à l'Opéra de Paris cet après-midi sur Europe 1 grâce au parcours du danseur Rudolf Nureyev. Alors, il vient d'obtenir l'asile politique, il va donc pouvoir rester en France. Oui, il va pouvoir rester en France, pas pour longtemps, puisqu'il va faire une carrière internationale dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Angleterre, bien sûr, surtout en Angleterre. Je vous propose de faire un saut à la Nureyev, si vous voulez, et de nous retrouver 22 ans plus tard, au moment où Rudolf Nureyev est nommé directeur du ballet de l'Opéra de Paris. On est en septembre 1983. Il a maintenant 45 ans. Il est devenu une des stars mondiales de la danse, bien entendu. Il s'est produit sur toutes les scènes du monde et il fait partie de ces danseurs très rares, hein, on les compterait sur les doigts d'une main, qui étaient capables de donner jusqu'à 250 spectacles par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente comme incroyable défi physique d'abord et puis mental, bien entendu. Alors Nureyev est devenu une star, hein, vraiment il fréquente les personnalités du monde entier. Ses caprices sont célèbres, comme le jour où il a décidé de quitter au bout de 5 minutes un dîner donné en l'honneur de la reine d'Angleterre. Et évidemment, le fait que cet homme soit très capricieux ne va pas faciliter son installation à la tête du corps de ballet de l'Opéra de Paris, vous imaginez bien. Une des conditions à sa venue, d'ailleurs, ça a été qu'on fasse construire de nouvelles salles de répétition, 3 en l'occurrence. Ça a été un casse-tête diplomatique, cette nomination par ailleurs, parce que les Russes, les Soviétiques à l'époque, on est en 1983, n'ont pas oublié la trahison de 1961, mais de l'autre côté, on a les Américains qui n'arrêtent pas de nous abreuver de notes en nous disant « Attention, ce type est un espion du KGB, etc. » Et puis en plus, il y a ce caractère terrible. Les premiers pas de Nureyev à la tête du ballet de l'opéra sont, disons-le, très difficiles. Il ne fait pas de réunion de travail officielle, il ne rédige pas de notes. Alors c'est pas facile, hein, dans ce qui reste quand même une administration, qu'on le veuille ou non. Il fait connaître ses souhaits à toute heure du jour et de la nuit, ce qui fait que ses collaborateurs ont du mal à le suivre. Et que dire des danseurs? Les colères de Nureyev sont légendaires, comme le jour où il va asséner une gifle mémorable à un danseur étoile, s'il vous plaît, devenu professeur de danse, Michel Renaud. Il devra verser 60 000 francs de dommages et intérêts à la victime. Il faut dire que la gifle avait été retentissante à tous les sens du terme. Et à la rentrée 1984, l'incompréhension atteint son paroxysme, puisque le soir de la première de Roméo et Juliette, il va jusqu'à faire un bras d'honneur au public. Ben oui, parce que le public n'avait pas suffisamment accepté, compris et admiré sa version un peu particulière de Roméo et Juliette. On va avoir droit à une grève des répétitions. Je vois mon invité lever les sourcils. Il connaît ces questions récurrentes à l'Opéra de Paris, bien entendu. Nureyev discute finalement avec les danseurs. Il trouve un compromis et son nouveau Lac des Cygnes sera joué pour la première année dans une version qui est la sienne et dans la deuxième année dans la version beaucoup plus classique de Marius Petipa. Et on peut dire que Nureyev petit à petit s'installe. Malgré ses sautes d'humeur, il est admiré de la plupart des danseurs qui apprécient son obstination, qui apprécient cette capacité qu'il a à être le matin à la barre, malgré la fatigue, les blessures et les nuits très courtes. Voilà ce qu'écrivent Jean-Philippe Saint-Jour et Christophe Tardieu dans leur ouvrage sur l'Opéra de Paris. Caméléon, quand il dirige les répétitions sur le plateau, emmitouflé dans des châles, des chandails et des pantalons Missoni, sous sa casquette de cuir ou son bonnet, avec son thermos de thé au pied du fauteuil, les couleurs de son apparence s'accordent parfaitement avec les teintes de la salle et des marbres de Charles Garnier. Avec Nureyev, le répertoire se diversifie. La danse contemporaine a désormais sa place aux côtés des ballets classiques. Il a des choix qui sont parfois très audacieux, comme quand il monte Cendrillon, qu'il transpose dans le Hollywood des années 1930.
Il organise de très prestigieuses tournées, notamment au fameux Metropolitan de New York, où on ne s'était pas produit, où le ballet ne s'était pas produit depuis 48. Et entre-temps, il va se réconcilier, si je puis dire, avec les Russes, puisqu'il retourne pour la première fois depuis 26 ans en Union soviétique, à la faveur de la glasnost et de la perestroïka. Vous savez, on est en 1987. Le voilà à Moscou et il revient à Oufa. Au lieu de son enfance. Il a revu sa mère, mais aussi ses sœurs, et il va revoir ses neveux qu'il avait encore jamais vus. En novembre 1989, après 3 mois d'imbroglio, Nureyev, finalement, n'est pas reconduit à la tête du ballet et de l'opéra. Il devient simplement premier chorégraphe, un titre qu'on va créer spécialement pour lui. À cette époque, il est très malade, il est atteint du sida depuis plusieurs années. On ne l'a pas, à l'époque, très rares sont ceux qui le savent, bien entendu, mais il n'en continue pas moins à travailler et à se battre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Opéra de Paris avec le parcours étonnant et exceptionnel de Rudolf Nureyev. Alors, vous recevez, Franck Ferrand, Christophe Tardieu. Il est directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée et auteur avec Jean-Philippe Saint-Jour de l'Opéra de Paris, coulisses et secrets du Palais Garnier, paru chez Plon. Oui, c'est un livre qui paraît sous la forme d'un dictionnaire, Christophe Tardieu, un peu comme les dictionnaires amoureux. Ça fait tout à fait penser au dictionnaire qu'avaient fait paraître Patrice Duhamel et Jacques Santamaria sur le Palais de l'Élysée. On visite, vous êtes les deux Cicérones et vous nous faites visiter ce Palais Garnier à travers ces différentes périodes, etc. Et bien sûr que vous parlez de Rudolf Nureyev qui donnera sa dernière production, La Bayadère, le 8 octobre 1992. Entre parenthèses, je dis ça pour nos auditeurs, si vous n'avez pas vu cette chorégraphie et cette mise en scène de Rudolf Nureyev, courez voir La Bayadère lors de sa prochaine présentation, car c'est tout simplement indépassable. Enfin, à mon avis, c'est invraisemblable, c'est extraordinaire. Il a été fait commandeur des Arts et des Lettres ce soir-là. C'est sa dernière apparition sur la scène puisqu'il mourra le 6 janvier 1993 à 54 ans. Et voilà ce que vous écrivez dans votre ouvrage. Le 12 janvier à 10h du matin, Nureyev monte le grand escalier du Palais Garnier. Il est dans son cercueil, porté par Charles Jude et 5 autres danseurs. Tous ses amis français et étrangers, mécènes, protecteurs, danseurs, personnel de l'opéra, sa famille, le ministre de la Culture sont venus lui rendre hommage au cours d'une cérémonie très musicale et très fleurie. Le Palais Garnier a véritablement été le dernier théâtre de Rudolf Nureyev et Paris, sa dernière demeure. Ça a été effectivement l'un des grands hommes de l'époque récente du Palais Garnier. C'est totalement incontestable, Rudolf Nureyev. Sa vie d'ailleurs est un roman ou un film. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur son passage à l'Ouest est quelque chose de tout à fait saisissant. Et on se prend à l'imaginer ce bond qu'il a dû faire pour échapper à ces 2 gardes du KGB pour aller se réfugier auprès des policiers français. C'est une vie qui a basculé en l'espace de quelques secondes et on se prend à rêver qu'un jour un grand film viendra raconter cela. Oui, il faut raconter ce moment extraordinaire. Il est enterré au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, le cimetière russe de la région parisienne. Et il a demandé à être enterré le plus loin possible de Serge Liffard, autre très grand danseur franco-russe. Alors ça, c'était l'inimitié qui existait entre Liffard et Nureyev, qui était plus une inimitié, on va dire, politique et artistique. Il est sûr que Serge Liffard avait eu un comportement pendant l'occupation qui avait fait qu'il avait été chassé de l'opéra, mais juste après. Mais il n'empêche que Liffard est lui aussi l'une des très grandes personnalités de la danse, un immense danseur, un très grand chorégraphe et qui a structuré le ballet de l'Opéra de Paris pendant de nombreuses années. Et il est intéressant de voir qu'après avoir été chassé au lendemain de la guerre par le pouvoir politique, ce sont les danseurs qui ont demandé sa réintégration et qu'ils ont fini par obtenir. Alors, il est évident que dans cet ouvrage sur le Palais Garnier, vous évoquez tous les aspects
de Oui, l'opéra, de l'opéra, enfin de l'opéra historique de Paris, disons. Vous parlez de l'architecture, vous parlez de toute sa création très complexe d'ailleurs. Vous évoquez bien sûr Charles Garnier, c'est bien la moindre des choses. Vous parlez beaucoup d'opéra, c'est-à-dire de chant, de toutes ces grandes divas qui sont venues se produire ici. Vous parlez de la période de l'occupation, bien entendu. Bref, c'est très riche, c'est très fourmillant. Ce que je vous propose, parce qu'il faut bien choisir un angle, puisque nous avons commencé avec Nureyev, c'est de continuer dans la danse d'une certaine manière. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, cette Académie nationale de musique, comme on peut le lire lorsqu'on passe sur la place de l'Opéra, c'est écrit en lettres d'or au fronton de l'Opéra, au fronton du Palais Garnier. C'est quand même un des temples de la danse, un temple mondial. C'est un temple mondial avec une compagnie qui a une réputation mondiale. Il est dit partout que le ballet de l'Opéra de Paris est le meilleur au monde. Alors actuellement, je crois qu'on peut le dire, oui. On peut le dire sans trop. Enfin, il faut être chauvin. Bon, bien sûr, on se bagarre toujours un petit peu avec le Bolchoï, mais néanmoins, la grande force du ballet de l'Opéra de Paris, c'est d'être aussi à l'aise dans un répertoire plus classique, y compris ces magnifiques et exceptionnelles chorégraphies de Nureyev. Vous avez évoqué la Bayadère, mais la Bayadère, c'est donné à Bastille d'ailleurs, généralement. Oui, alors les grandes chorégraphies de Nureyev sont aujourd'hui données à Bastille, tout simplement parce que même si on donne 20 ou 25 représentations, la demande est tellement forte, le public aime tellement ses œuvres que naturellement, Bastille, c'est 2745 sièges, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis en plus, les décors de Rudolf Nureyev, c'est pas deux tentures et un canapé, c'est des choses tout à fait gigantesques, et donc Bastille est beaucoup mieux adapté à cela. Alors j'ai fait une promesse à nos auditeurs tout à l'heure, c'est de parler de cette hiérarchie très, très stricte qui ordonne le ballet de l'Opéra de Paris, le corps de ballet. Oui, c'est une hiérarchie extrêmement stricte. On ne rentre d'ailleurs au ballet de l'Opéra de Paris que sur concours. C'est un concours qui est d'abord réservé, le premier jour, il est réservé aux élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui est aujourd'hui à Nanterre, qui est dirigée par l'exceptionnelle Elisabeth Platel, très grande danseuse étoile et qui est devenue une pédagogue exceptionnelle. Et donc, il y a ce concours, on devient à ce moment-là quadrille, et on rentre dans le corps de ballet de l'Opéra, et à partir de là, tous les ans, on peut passer un concours dans la catégorie supérieure. Donc une fois qu'on a été quadrille, on peut devenir... Quadrille, c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. Absolument. En fait, de toute façon, les noms sont pareils. Sont les mêmes, oui. Premier danseur et première danseuse, naturellement. Mais donc on commence quadrille, on est ensuite coryphée, puis sujet, puis premier danseur ou première danseuse. Et là, s'arrêtent là les grades que l'on peut obtenir sur concours. Alors naturellement, il y a une distinction que tout le monde attend, qui est celle d'étoile. Et là, on ne devient pas étoile sur concours, on devient étoile sur décision du directeur de l'Opéra de Paris, sur proposition du directeur ou de la directrice de la danse. C'est la consécration. La consécration. Et alors, ça donne lieu généralement à des soirées extraordinaires, parce que quand on annonce à la fin du ballet qu'une telle vient d'être nommée danseuse étoile, la foule entière, évidemment. C'est un moment unique. Moi, j'en ai vécu beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de vivre des nominations d'étoiles. Donc, en effet, à la fin du spectacle, les danseurs saluent et le rideau se referme. Et lorsque le rideau se rouvre, on voit sur scène apparaître le directeur de l'opéra, le directeur de la danse, qui vont annoncer devant le public réuni que tel danseur ou telle danseuse vient d'être nommé étoile. C'est une émotion immense, naturellement, pour le danseur qui a été choisi. C'est aussi une émotion absolument exceptionnelle pour le public qui voit en direct cette consécration. J'en ai vécu, vraiment beaucoup, et à chaque fois, je dois dire qu'on est vraiment totalement saisi par ce moment de grâce que l'on voit. Il y a une autre soirée à laquelle j'ai eu la chance moi aussi d'assister, ça c'est formidable, c'est le grand défilé là. Comment appelle-t-on ça exactement? C'est le défilé du corps de ballet. C'est le défilé du corps de ballet. C'est pour la rentrée en fait. Alors en fait, c'est 2 à 3 fois par an. C'est une vieille tradition. D'ailleurs, le ballet de l'Opéra de Paris est le seul à faire ce défilé au monde. C'est une vieille tradition qui a été faite pour la première fois en 1926, puis que l'IFAR a redonné en 1945. C'est en fait le défilé de tous les élèves de l'école de danse et de tous les membres du corps de ballet. Donc il y a un peu plus de 100 élèves à l'école de danse, 154 danseurs. Ils arrivent du fond du foyer de la danse, puisqu'on a ouvert la cage de scène entièrement. Absolument, ils arrivent très 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 loin, et c'est toujours une petite fille qui est choisie de la division des plus jeunes élèves. Ça va être un moment d'émotion pour cet enfant absolument incroyable. D'ailleurs, elle marche seule et elle arrive vers le bord de la scène, et là plus elle approche de la scène, plus on
on voit un sourire jusqu'aux oreilles qui est là, avec naturellement ses responsables qui lui disent de ne pas sourire à côté, mais la joie est tellement là. Et puis, voilà, c'est une rencontre merveilleuse entre le public du ballet et son ballet. C'est le moment où, naturellement, qui permet d'applaudir tous ces membres du corps de ballet, du coryphée jusqu'aux danseurs étoiles, et c'est unique au monde. Alors, si ce ballet de l'Opéra de Paris est si prestigieux et tellement réputé à l'échelle de la planète, c'est peut-être aussi parce qu'il est le conservatoire de ce qu'on appelle l'école française de ballet. Nous y venons dans un instant, parce que ça nous ramène à Louis XIV. Ah oui. Il est pressé, ce signe. Oui, c'est une version rapide, effectivement, du Lac des Cygnes de Tchaïkovski sur Europe 1. Pour illustrer cette émission consacrée à l'Opéra de Paris cet après-midi, vous recevez Christophe Tardieu, directeur général délégué du Centre national du cinéma et de l'image animée, Franck. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez donc du CNC, Christophe Tardieu, mais il y a quelques années, vous étiez à la tête de cet Opéra de Paris, avec d'ailleurs un bureau dans le Palais de Garnier. Ça doit être extraordinaire. Hein. Avoir un bureau dans le Palais Garnier, c'est un bonheur exceptionnel. Et en plus, comme tous les services administratifs sont à Bastille, le fait de venir de temps en temps au Palais Garnier permet justement de décompresser un peu, de pouvoir travailler sur des notes un peu plus stratégiques. Enfin, en tout cas, c'était toujours un bonheur absolu d'être au Palais Garnier. Oui, avec une vie spéciale. On était allé faire une émission il y a quelques années d'ailleurs sur place, et on avait essayé de donner à nos auditeurs un petit peu de la teinte, de l'atmosphère, avec ses répétitions, etc. Alors, je parlais de Louis XIV et de la fondation de l'école française de danse. 1713. Bon, oui. Comme naturellement. Juste avant la mort du grand roi. À 2 ans près, ils fondent l'école française de danse, ce qui fait que Brigitte Lefebvre, qui a été longtemps directrice de la danse à l'Opéra de Paris et qui s'est occupée des festivités pour le tricentenaire de l'école française de danse, donc en 2013, elle avait coutume d'appeler Louis XIV le patron. Oui. Et c'est pas complètement faux, parce que peut-être que c'est un des souverains de notre histoire qui a été le plus intéressé par la danse. Il était danseur lui-même, il a dansé pendant très longtemps. Il y a des films très intéressants sur ce sujet. Et donc c'est vrai que Louis XIV a voulu être le premier à codifier la danse telle qu'elle pouvait se pratiquer. Et la fondation de l'école française de danse est justement à l'origine de toute cette école qui a après suivi les pérégrinations de l'opéra à travers ses différentes localisations dans Paris, jusqu'au Palais Garnier, et maintenant l'école de danse du ballet de l'opéra qui est à Nanterre depuis quelques années. Alors il y a de grands ballets dans le monde, évidemment aux États-Unis, dans la plupart des pays maintenant. En Russie, puisque c'est notre seul vrai concurrent, mais on peut dire que la Russie est issue, c'est un greffon, hein, c'est issu de l'école française de danse. Hein. C'est ça qui est extraordinaire avec Louis XIV, c'est qu'on se rend compte l'influence qu'il a pu avoir sur l'ensemble de l'Europe dans de multiples domaines. Et la danse est un de ces domaines. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, à travers le monde, beaucoup d'expressions sur justement des sauts, des techniques ou autres, sont des mots français qui sont utilisés entre chat, patte bourrée. Tout ça, c'est connu dans toutes les écoles de danse du monde. Avec tous les accents, mais ça n'est toujours qu'une seule et même chose. Absolument. Alors il faudrait, vous avez cité Brigitte Lefebvre, on a parlé récemment, au moment du remplacement de Benjamin Millepied par Aurélie Dupont, on a parlé d'un certain conservatisme. Est-ce qu'il y a une rigidité dans ce corps de ballet Il y a toujours des rigidités dès qu'on est sur une compagnie qui est tricentenaire et qui, par ailleurs, comporte 154 danseurs. Donc c'est après. Est-ce que c'est pas la condition en même temps d'une forme d'excellence suprême Moi, c'est ce que je pense très profondément. C'est la condition de l'excellence. Et d'ailleurs, Aurélie Dupont l'a très bien rappelé lorsqu'elle a pris ses fonctions. On parle souvent du ballet de l'opéra comme d'une vieille dame qu'il faut pas trop secouer. Moi, je trouve tout ça un peu désagréable. Bien sûr qu'il y a des traditions, mais c'est normal dans une institution qui a son histoire et qui a surtout ce brio, et que des traditions, certaines peuvent évoluer, d'autres doivent se conserver, et c'est un équilibre qu'il faut arriver à trouver. Alors il nous reste pas énormément de temps, Christophe Tardieu, donc je vais faire comme vous dans votre dictionnaire. Je vais vous donner quelques noms, comme ça on appelle ça des entrées dans l'édition, et j'aimerais avoir votre regard à la fois pratique et historique sur ces différents aspects. D'abord, n'oublions jamais, surtout lorsqu'on parle de Garnier, les décors. Ah oui, alors les décors, c'est naturellement, ça a toujours été un très gros problème, et en même temps une grande satisfaction pour l'opéra. D'abord, les décors, il faut le stocker.
parce que quand Garnier il a construit son opéra, il a juste un tout petit peu oublié de construire une scène suffisamment grande pour pouvoir ranger les décors, ce qui impose... Donc il faut les sortir de la maison à chaque fois. Il faut les sortir de la maison, il faut les démonter. La scène en plus, comme chacun sait, elle est située quand même au 2e étage par rapport au sol, donc il fallait que tous ces décors puissent passer par un monte-charge qui est devenu depuis motorisé, mais qui a gardé un nom pas forcément très élégant, qui est le nom de monte-crottin, parce que tout simplement les décors étaient amenés par des charrettes tirées par des chevaux, et qu'il fallait 20 minutes pour que le monte-charge passe du niveau du sol au niveau de la scène, et que pendant ce temps-là, naturellement, les animaux s'occupaient comme ils le pouvaient. Où sont-ils construits, tous ces décors ? Alors tous ces décors, ils sont construits aux ateliers Berthier. Les ateliers Berthier sont situés boulevard Berthier, donc dans le nord de Paris, où ils sont assemblés. Ça c'est un peu pour la poésie. Tous les décors aujourd'hui sont stockés dans des conteneurs maritimes dans plusieurs endroits, et ils sont réassemblés soit directement sur la Seine de Bastille, soit aux ateliers Berthier avant d'être envoyés au Palais Garnier. Avec des manutentions considérables. Avec des manutentions considérables et très compliquées. Les décors, ça fait rêver, mais ce qui fait peut-être davantage rêver encore, et ça on l'avait vu quand on était allé sur place, ce sont ces fabuleux costumes. Alors c'est ça qui est étonnant à l'Opéra de Paris, c'est que tous les costumes sont fabriqués sur place. C'est ça. À Garnier et à Bastille, par des équipes de la direction des costumes qui sont vraiment des talents exceptionnels, avec toute une série de corps de métier et qui fabriquent ces costumes qui sont tous exceptionnels. L'ancien directeur de l'Opéra, Nicolas Joël, avait une expression que j'aimais beaucoup qui disait mais même quand on est au 2e balcon de Bastille, s'il manque un bouton sur la redingote d'un danseur, cela se voit. Oui. Et donc c'est un soin tout particulier qui est mis à ce que ces costumes soient le plus parfait possible, et aussi le plus confortable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un danseur, il va le porter pendant 2-3 heures à chaque représentation, qu'il est obligé de faire une performance artistique. Or, parfois, ce sont des costumes somptueux. Somptueux, qui peuvent être lourds, et donc il faut aussi penser au confort, et ça, c'est très compliqué. Et puis alors, je dois dire que j'ai souvent emmené des happy few visiter les ateliers de décors et de costumes, et je dois dire que j'avais toujours un grand succès quand on emmenait voir les costumes qui étaient stockés, et que j'avais beaucoup de mal à faire en sorte que nos invités n'y restent pas plusieurs heures. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, hein. Et puis, il faut parfois les emporter, ces costumes, parce qu'il y a les tournées aussi. Il y a les tournées qui sont organisées, souvent extrêmement lointaines, Singapour, le Japon, l'Australie, tout ça doit partir en conteneurs maritimes. On a toujours un peu d'angoisse sur les tempêtes et les bateaux qui n'arrivent pas, mais en tout cas, les tournées sont devenues pour le ballet un moyen absolument fantastique de rayonner. Elles se passent maintenant dans le monde entier. C'est toujours très compliqué à organiser, mais je dois dire que les succès sont toujours au rendez-vous. Alors je promets aux amoureux de chant, et j'en fais partie, hein, les amoureux de l'opéra, que la prochaine fois nous parlerons de chant, mais je le trouvais intéressant d'associer ce Palais Garnier à la danse et à cette excellence du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Merci beaucoup. Merci. Christophe Tardieu, vous avez donc écrit avec Jean-Philippe Saint-Jour l'Opéra de Paris, coulisses et secrets du Palais Garnier. Ce n'est pas seulement un titre d'éditeur, hein, il y a vraiment la vision concrète des coulisses, et vous révélez toutes sortes de petites anecdotes en plus de la grande histoire de cette maison prestigieuse. Tout ça est édité chez Plomb. Je signale également de Timothée Picard chez Fayard, La civilisation de l'opéra sur les traces d'un fantôme. Alors ça, c'est un ouvrage plus culturaliste, je dirais, très passionnant. Et puis, pour ceux que Nureyev aurait laissé sur leur faim, si je puis dire, bien sûr, la très belle biographie d'Ariane Dollfus chez Flammarion, Nureyev l'insoumis. Et puis, ça vient de sortir chez Artaud, Les confessions inédites de Nureyev. C'est une forme d'autobiographie assez étonnante. Voilà, on pourrait en citer comme ça pas mal. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donnera les origines de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, pour vous, Franck, une question de Robert sur le site europe1.fr. Nous célébrons les 150 ans des apprentis d'Auteuil. Pourriez-vous nous raconter les origines de cette fondation ? Eh bien, les origines, par définition, elles remontent à 1866, sous le Second Empire, il y a 150 ans, quand un prêtre, Louis Roussel, décide d'agir pour des adolescents de plus de 12 ans, livrés à eux-mêmes dans les rues de Paris. Il va créer l'œuvre de la première communion dans le quartier d'Auteuil. Il va commencer à en accueillir quelques-uns, puis ça va se développer. On met en place des ateliers
ateliers pour apprendre des métiers à ces jeunes désœuvrés. Et en 1923, le père Brottier va prendre la tête de l'œuvre et la développer considérablement jusqu'à créer une fondation reconnue d'utilité publique, puisque les apprentis d'Auteuil sont une fondation catholique reconnue d'utilité publique. Cette fondation se charge de la formation, de l'insertion des jeunes de toute religion et de toute origine, en particulier des jeunes en difficulté. Ça s'appelle depuis 2010 simplement les apprentis d'Auteuil. Alors jusqu'à dimanche, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, vous pouvez voir une exposition qui s'appelle Visage d'apprentis d'Auteuil, portrait d'une jeunesse en marge, à l'occasion donc de ce 150e anniversaire.